On se retrouve donc pour analyser Kimi ni Todoke, un super animé pour apprendre le japonais, du japonais naturel, des situations généralement assez simples à comprendre. On analyse ça tout de suite. やばいんだってよ。 Première phrase, déjà géniale parce que on est vraiment là dans du japonais oral. Ça peut poser souci si vous n'êtes jamais sorti de vos manuels, mais rassurez-vous, on va voir tout ça ensemble. Le premier mot, c'est yabai. C'est un mot qui est colloquial, donc qui est très oral et qui est extrêmement utilisé en japonais. Il veut un petit peu tout et rien dire. C'est pour ça que les profs de japonais au Japon, généralement n'aiment pas ce mot. C'est parce que yabai, c'est un petit peu un mot qu'on utilise à la place de tout et n'importe quoi en japonais. Et certains critiquent un petit peu le fait que ça démontre une faiblesse de vocabulaire de la part des japonais eux-mêmes. Voilà, le sens que ça veut dire c'est dingue, c'est ouf, c'est grave, c'est extrême. C'est vraiment un mot que vous allez apprendre à force de le voir utiliser à toutes les sauces. Comme je vous ai dit, c'est un mot un petit peu joker qu'on peut utiliser pour dire tout et n'importe quoi. Ici, ça va être utilisé dans le sens c'est grave, c'est dingue, c'est terrible, c'est fou. Pour savoir de quoi on parle, on va devoir écouter la suite de l'animé, mais voilà, pour le moment, on dit ouais, il y a un truc qui est dingue, il y a un truc qui est fou. Ce yabai, il est suivi ici dans Alors, je vais vous le refaire écouter. Écoutez comment c'est dit. Elle dit yabai ndatte. Yabai ndatte yo. Faut écouter bien. やばいんだってよ。やばいんだってよ。 Vous entendez, il y a un petit entre le i et le da. Pourquoi? C'est parce que en japonais, on ne peut pas utiliser un adjectif en i avec da directement. Yabai est un adjectif en i. C'est vrai que je vous ai dit directement que c'était un mot un petit peu particulier qu'on mangeait à toutes les sauces, mais vous reconnaissez peut-être le i final, et ce qui fait que c'est un adjectif en i, qui s'utilise comme tout autre adjectif en i, et du coup, en japonais, on ne peut pas dire adjectif en i plus da. Pourquoi? Parce qu'en adjectif en i a déjà le sens de être. Donc quand on dit terrible, ça a le sens en vrai de être terrible. Et quand on veut utiliser des expressions qui contiennent ce fameux da, comme par exemple datte, on va revenir sur cette expression juste après, il faut qu'on introduise entre l'adjectif en i et le da un no de nominalisation. C'est ce qu'on a ici. Alors ici on a un mais à la base c'est la contraction de no. No de nominalisation qui sert justement à transformer yabai en nom. Pourquoi est-ce que l'on veut faire ça en japonais? Ici, c'est pour que ça soit grammaticalement correct et que ça puisse accepter en da. Voilà, da, être, n'accepte pas les adjectifs en i, il accepte les noms, donc on transforme cet adjectif en i en nom avec ce no qui est contracté à l'oral en Et ensuite, on a datte, une expression très fréquente qui a plusieurs sens. Ici, c'est ce sens-là qui est utilisé. C'est on dit que. J'ai entendu dire que. Il semblerait que. Vous pouvez la prendre directement comme une expression. C'est littéralement la copule, le verbe être, da, avec la particule de citation à l'oral te, qui est en fait une contraction d'une expression comme da toyu, da toyu. Voilà. Vous pouvez la prendre datte est égal on dit que. Sachant que, selon la situation, n'hésitez pas à ouvrir un dictionnaire parce qu'il y a plusieurs sens. Ici, yabai ndatte, ça veut dire on dit que c'est terrible. On dit que c'est terrible. Et on a le yo, qui est une particule de fin de phrase, qui rajoute de l'emphase, de la force à la fin d'une phrase. Donc, yabai ndatte yo, on dit que c'est terrible. On dit que c'est terrible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? À ce moment-là, dans l'histoire, on ne le sait pas encore. 3秒以上目が合うと。知ってる。 San, c'est 3, c'est marqué ici en chiffre arabe, et on a bio qui veut dire des secondes. Donc san bio, ce sont 3 secondes. Et on a ijo, un mot qui veut dire pas moins que. Voilà, littéralement, c'est-à-dire pas moins que. Nous, très souvent, on va le traduire en français du coup par plus, parce que c'est plus naturel, voilà, comme ceci, mais littéralement, voilà, c'est pas moins que. San bio ijo, nous, on pourrait dire au-delà de 3 secondes. Plus que 3 secondes. Au-delà de 3 secondes, et on a me ga ae, qui est une expression qui veut dire avoir un contact visuel. Alors, littéralement, mais ce sont les yeux. Le premier kanji ici, le kanji de l'œil, très utilisé, mais. Et on a ae qui veut dire se rencontrer. Mais ga ae, littéralement, ce sont les yeux se rencontrent. Donc c'est pour ça que nous, on le traduirait directement par avoir un contact visuel, par exemple avec quelqu'un. J'aime bien cette expression, je trouve qu'elle est assez parlante, voilà, mega ae, avoir un contact visuel. Donc avoir un contact visuel, sanbyo ijo, pendant plus de 3 secondes. Et ici on a le to, qui est le conditionnel, qui sert à dire quand, lorsque l'on. Donc lorsque l'on fait un contact visuel pendant plus de 3 secondes, et ici on a sa copine qui coupe en disant shitteru. Alors au passage, c'est vrai que je vous ai pas lu ces kanji, vu que c'était entre parenthèses, ça sert à dire qui parle. Ici on a joshi, et ici on a seito, donc on lit l'ensemble joshi seito, et ça veut dire une élève fille. Voilà, une élève fille, ce sont juste ces personnes qui parlent. Et shitteru, c'est le verbe shiru, qui veut dire savoir, connaître quelque chose, qui est ici à la forme en te iru. Alors, il n'y a pas de iru.
Pourquoi? Parce qu'on est à l'oral et qu'on omet le i. C'est quelque chose qui est extrêmement fait, mais si vous n'êtes jamais sorti de vos manuels, ça peut perturber. Voilà, shite-iru, ça va devenir shite-le directement. Et c'est la même chose avec la forme en masse, au passage, shite-imasu va devenir shite-masu. C'est une contraction qui est extrêmement fréquente en japonais. Ici, on passe du coup par la forme continue, shite-iru, pour dire que je sais quelque chose. Donc voilà, nous on le dirait directement ici, oh, je le sais, oh, je connais ça. Il paraît que c'est terrible. Quand on fait en contact visuel pendant plus de 3 secondes, ah, je sais, ah, je connais. 7日後に不幸が来んだよね。そうっす。 Ici, une phrase qui est en théorie simple, mais qui a des petits pièges parce que c'est très oral. Vous allez voir, c'est très intéressant. Déjà, on commence avec nanoka. Voilà, lecture un petit peu particulière. Quand on a shichi, 7 et ki, le jour, on va pas dire shichi nichi, on va dire nanoka. Voilà, c'est-à-dire 7 jours. On a go, le kanji qui veut dire après. Vous le connaissez peut-être parce que parfois on le lit ato. C'est-à-dire que si on passe par exemple Yomi-chan seul, là on va nous le trouver comme ato. Mais sinon, ça s'utilise également comme suffixe avec la lecture go pour dire après. Donc 7 jours après, ou non on dirait dans 7 jours. 7 jours plus tard, éventuellement. Et c'est marqué par le ni ici, qui est la particule qui indique la cible, qui peut indiquer tout un tas de choses qui sont proches de cette idée de cible et de point fixe. C'est notamment utilisé pour indiquer en point fixe temporel, donc en moment dans l'espace-temps. Ici, en l'occurrence, dans le temps. Donc c'est pour dire ici, dans 7 jours. Dans 7 jours, qu'est-ce qui se passe dans 7 jours? On a Fuko qui est la malchance, le malheur. Premier kanji au passage qui est assez intéressant parce que voilà, il se lit fu et il est utilisé dans beaucoup de mots pour indiquer la négation. Par exemple, on a fuan qui veut dire l'agitation. Alors pourquoi ici il y a un effet de négation? Ça veut dire que on n'est pas serein. Donc ne pas être serein, c'est être anxieux par exemple. Donc voilà, fuan. Fukano, ne pas être possible. Fuman, être insatisfait. Voilà, fu, ça sert donc à exprimer la négation dans pas mal de mots. Et le deuxième kanji, ko, c'est le kanji qu'on utilise dans shiawase, justement pour dire le bonheur. Donc du coup, fuko, c'est le malheur. Malheur ou malchance. Qui est marqué par ga, la particule qui indique le sujet. Donc le sujet, c'est le malheur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ici, on a kundayone. Alors, est-ce que vous reconnaissez le kanji? Parce que c'est un kanji généralement que l'on voit assez tôt dans l'apprentissage du japonais. C'est le kanji qu'on utilise dans kuru. Ici, on a kunda. Kunda. Ici, ça peut perturber parce que c'est quelque chose de très oral. Si on ouvre Yomi-chan, alors ici, on nous le trouve, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, puisque là, il dit que c'est une forme en négation, qui est en l'occurrence pas ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce qu'on est en présence de quelque chose qui est extrêmement oral. C'est pas du japonais qui est bon, qui est formel. C'est-à-dire que si vous écrivez une dissertation, jamais vous n'allez utiliser ça. Mais ici, on est dans un animé qui imite des filles au lycée qui parlent, et ça, c'est du japonais que si vous venez au Japon, vous allez en entendre, parce que c'est très utilisé dans les animés, certes, mais également dans la vraie vie, dans les conversations de tous les jours. Pour ceux qui sont fans de drama, vous le croiserez là-bas également, il n'y a pas de souci. En fait, c'est la contraction de kuru no. Que le, donc le verbe venir, plus no, qui est le no de nominalisation qu'on avait vu plus tôt dans cette leçon avec yabain datte. C'est le même no de nominalisation. Regardez, on a quelque chose de très proche, on a un da derrière. Pourquoi je vous ai dit que après un adjectif en i, on ne pouvait pas utiliser da? C'est pareil avec un verbe. En fait, da, ça ne peut s'attacher qu'avec un nom. Du coup, si on veut utiliser, par exemple, da derrière un verbe, il faut le nominaliser d'abord, notamment avec le n. Et ici, ça nous crée en l'occurrence une expression qui est nda, ou noda, voilà, ou ndes, nodes, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une notion généralement que l'on voit dans l'apprentissage japonais autour du JLPT N5 voire N4, qui sert à rajouter une nuance explicative à sa phrase. On pourrait presque le traduire par le fait est que, ou par c'est que. C'est quelque chose qui est extrêmement fait en japonais, qui est très naturel en japonais, qui est un petit peu lourd en français quand on le traduit littéralement par le fait est que, mais le sens est ça. Ça rajoute voilà, une nuance explicative à la phrase. C'est-à-dire que si on aurait dit Nanokago ni fuko ga kuru yone, ça serait totalement correct grammaticalement. Mais ici, passer par kundayone, ça rajoute une nuance explicative. Bah voilà, elle explique un petit peu ce qu'elle disait avant. J'ai entendu dire que c'était vraiment terrible. Ouais, quand on fait un contact visuel pendant plus de 3 secondes, eh bien, le malheur arrive 7 jours plus tard. Vous voyez, c'est une nuance explicative. Donc voilà, on est passé de kuru no da à kunda. Vous voyez que le et le no ont fusionné en n. Kunda.
Et on a yone, yo qui rajoute de la force, et le ne qui cherche un petit peu l'approbation de l'interlocuteur. Voilà, c'est extrêmement utilisé en tant que particule de fin de phrase. On pourrait le traduire par en pas vrai en français. Alors, pas vrai, ça fait un petit peu lourd. En japonais, c'est vraiment très naturel. 7日後に不幸が来んだよね。そうそう。Et là, justement, la personne confirme. So, oui, c'est ça, c'est ça. 怖い、怖すぎ。 Kowai, kowasugi. Kowai, c'est un adjectif en i qui veut dire effrayant. Alors ici, on le traduit par j'ai peur en première intention, mais ici, c'est plus ce sens de voilà, être effrayant. Pourquoi est-ce qu'on peut le traduire par j'ai peur? C'est parce que en japonais, on dit pas littéralement j'ai peur. On dit ah, c'est effrayant. On l'interprète en français comme j'ai peur. Ici, en l'occurrence, l'interprétation la plus fidèle serait c'est effrayant. Et on a koa sugi. On l'a ici, c'est kowai encore une fois à la forme sugiru. Qu'est-ce que la forme sugiru? Kowai, notre adjectif en i. Je vais déjà vous montrer le kanji pour parler un petit peu de kanji, ça fait du bien de temps en temps. C'est en fait l'élément du cœur qu'on a ici à gauche. Alors certains le connaissent peut-être sous cette forme-là de kokoro. Il faut savoir que le kokoro, quand il se place à gauche dans kanji, il prend cette forme ici quand même pas mal différente. Voilà, ça veut dire le cœur, également connoté l'état d'esprit, et à droite on a nuno qui veut dire du linge. Donc voilà, vous pouvez imaginer que quelque chose qui est effrayant, c'est comme déposer un linge sur votre cœur, voilà, vous êtes un petit peu brouillé parce que c'est effrayant. Petite histoire si ça vous aide à le retenir. Et pour transformer un adjectif en i à sa forme en sugiru, il suffit de remplacer le i par sugiru. Sugiru, quand il est utilisé comme ici, comme auxiliaire, il sert à exprimer l'idée de être trop quelque chose. Donc ici, kowasugiru, ça veut dire être trop effrayant, dans le sens être extrêmement effrayant. Et le final est un petit peu optionnel, notamment à l'oral, très souvent, plutôt que kowasugiru, on entendra kowasugi. Les deux existent, les deux s'utilisent énormément. Kowasugi, là, ça fait vraiment extrêmement oral. La différence, voilà, faut savoir que kowasugiru, c'est un verbe, vu qu'on a le final. Quand vous dites kowasugi, on peut l'utiliser comme nom, vu qu'il perd sa valeur de verbe en perdant le, ce qu'on appelle la len yoke. Par exemple, on pourrait dire kowasugi dayo, qui est une construction grammaticalement correcte. Si vous apprenez le japonais, je vous invite à vous rendre dans la description pour vous inscrire à cette masterclass gratuite. C'est une masterclass incroyable où on voit plein de notions indispensables pour le japonais qui sont souvent mal enseignées par les manuels et qui, une fois qu'on les comprend, en fait, le japonais paraît beaucoup plus logique. Le japonais est une langue extrêmement logique, c'est juste que sa logique diffère beaucoup de la logique française. On y voit des choses super importantes comme l'ordre des mots, le secret du tableau des kanas, la lenyoke qu'on vient d'évoquer, qu'on va voir plus en profondeur, vu que c'est une forme fondamentale du japonais qui est très souvent passée sous silence, tout simplement par les manuels, ainsi que d'autres notions super intéressantes. N'hésitez pas à vous inscrire si vous apprenez le japonais, vous avez le lien dans la description. でさ、ゆかも目を合わせて風邪ひいたんだって。 Dessa. Alors ici on a plusieurs choses. Déjà on a le de qui veut dire ensuite. Ensuite. Et très utilisé quand vous voulez enchaîner avec une nouvelle phrase qui s'appuie sur le contexte précédent. Donc et, ensuite, en plus, etc. Et on a le ça qui est une particule extrêmement utilisée à l'oral, qui sert juste en fait à rajouter un petit peu de force à votre propos, et surtout en japonais, c'est très utilisé pour couper vos phrases. Vous verrez que quand vous écoutez du japonais naturel, il y a beaucoup de ça. Parfois, on l'entend vraiment de manière abusive. Par exemple, vous pourrez vraiment entendre desa, watashi wa sa, kino wa sa, jitsu wa sa. Voilà, vraiment enchaîner avec des ça s'entend beaucoup en japonais oral. C'est une particule qui sert comme ceci un petit peu à ponctuer la phrase pour la comprendre plus facilement. Une autre version consiste également à remplacer le ça par ne, ça s'utilise également en japonais. Dene, watashi wa ne, jitsu wa ne, voilà, ça s'entend également. C'est le même style de ponctuation. Ensuite, on a yuka qui est tout simplement un prénom, donc yuka, et on a mo qui est la particule d'inclusion que l'on peut traduire par aussi. Yuka aussi. Yuka aussi. Et on a me o awasete. Alors vous connaissez peut-être ici une construction assez similaire vu qu'on a déjà vu ces deux kanji utilisés ensemble, me et ae. Alors me qui sont les yeux, ae qui est rencontré. Donc on avait vu méga ae, les yeux se rencontrent pour avoir un contact visuel. Et ici on a me o awasete, donc c'est une forme légèrement différente. On nous le trouve ici directement comme une expression qui veut dire avoir un contact visuel ou faire un contact visuel. En fait c'est quoi la différence? C'est que méga ae, on a les yeux qui sont sujets. Donc c'est les yeux qui se rencontrent. Et me o awasere, c'est quoi la différence? C'est que les me, donc les yeux vont être l'objet du verbe awasere qui est faire rencontrer. Donc mégae, il y a un petit peu la notion de c'est naturel et ça se passe sans forcément de volonté de la part du sujet extérieur, c'est les yeux qui
se rencontrent, alors que me o aseru, il y a un petit peu l'idée que vous avez cherché du regard et vous avez créé le contact visuel. C'est ça la différence. Donc Yuka aussi a fait un contact visuel. On a kazehiku, là on le trouve directement comme une expression colloquiale qui veut dire attraper en rhume. En fait, c'est ce qu'on appelle une omission de particules, c'est-à-dire que la forme correcte c'est kaze o hiku, qui veut dire attraper en rhume. Ça, vous pouvez vraiment la prendre comme une expression figée. Kaze o hiku, qui veut dire attraper en rhume. Et ici, c'est la forme orale, donc on a omis le o. Ça se fait beaucoup d'omettre les particules quand elles sont comprises par le contexte, comme ici. Et hiku, passé au passé, ça devient hita, avec un long i, voilà, et le ta, hita. Et ici, on a ndatte, ndatte, qu'on a déjà, du coup, croisé plus tôt dans cette leçon. Et c'est pour dire, j'ai entendu dire que. Voire ici, on pourrait le traduire par il paraît que. Et en plus, il paraît que Yuka aussi a fait un contact visuel et qu'elle a attrapé un rhume. Honmono, ça veut dire, on a ici en original, en fait ça veut dire quelque chose qui est sérieux. Alors hon, ça veut dire vrai, et mono, ça veut dire chose, donc une chose qui est vraie, ici c'est utilisé pour dire quelque chose qui est sérieux. Un peu en mode, c'est pas juste une superstition, c'est pas juste des histoires, c'est vraiment un truc qui arrive. Et on a Jan, qui est la contraction de Janai, voilà on l'a ici, ça s'utilise pour affirmer quelque chose avec assertion. Littéralement, Janaika, ça veut dire n'est-ce pas. Mais du coup, quand on dit Jan comme ceci, c'est un n'est-ce pas qui est rhétorique. Ah mais c'est sérieux, non? Ah mais c'est sérieux, n'est-ce pas? Mais c'est dans le sens vraiment rhétorique ici. Waouh, c'est vraiment sérieux. Ah non, très utilisé quand vous voulez interpeller quelqu'un. Kore, ça veut dire ceci. Donc ici, en l'occurrence, elle montre, vous voyez, un stylo. Je vous rappelle que coller, c'est quelque chose qui est proche de la personne qui parle, ce qui correspond bien ici à la scène, vu qu'elle tient l'objet. Et on a otoshimashita, qui veut dire faire tomber. Faire tomber. Alors normalement, on aurait mis coller au otoshimashita, voilà, pour être bien propre en japonais, mais pareil, à l'oral, très souvent, ici, on comprend coller otoshimashita, on comprend que coller est l'objet de qu'est-ce qu'on a fait tomber. Donc il n'y a pas de souci pour remettre la particule ici à l'oral en japonais. Et on a passé, du coup, otosu à la forme poli passé. Donc on passe de otosu à otoshimasu à otoshimashita. Et le yo qui rajoute de la force. Vous avez fait tomber ceci? Suimasen. Bon, pour dire pardon, ça perturbe parfois. Sachez que les deux existent. On a sumimasen et suimasen. Suimasen est un petit peu plus oral, mais les deux sont extrêmement utilisés et signifient absolument la même chose, qui veut dire pardon, désolé. Sore, donc sore qui veut dire ceci. Donc on avait collé quelque chose tout à l'heure qui veut dire quelque chose qui est proche de la personne qui parle. Et sore, c'est quelque chose qui est proche de l'interlocuteur. Donc ici, le stylo, c'est l'autre personne qui parle. Vous voyez, c'est la fille qui est ici. C'est pour ça que elle utilise sore. Et ensuite, on a irimasen kara. Donc irimasen, ça vient du verbe iru, qui signifie être nécessaire. Donc ici, on le traduit par avoir besoin, mais le sens plus proche, c'est vraiment être nécessaire. Donc sore, ici, ça serait en ga, qui est omis. Sore ga irimasen. Ceci est non nécessaire. Ceci est non nécessaire. Donc on passe de iru à irimas à irimasen, la forme négative polie. Et on a le kara qui indique une raison, un argument. Ici, ça peut perturber un petit peu, ça serait littéralement je n'ai pas besoin de ceci parce que, donc parce que je n'ai pas besoin de ceci. En fait, ici, c'est sous-entendu. Comme je n'ai pas besoin de ceci, tu peux le garder. Voilà, ici, le kara, ça sert à rajouter une nuance explicative de pourquoi elle fuit et de pourquoi elle ne le récupère pas. Watashi, c'est je. Wa, c'est la particule qui indique le thème, donc à propos de moi. Et ensuite, on a nazeka, une expression qui veut dire je ne sais pas pourquoi, pour une raison ou pour une autre. Itsumo, c'est un adverbe qui veut dire toujours. Et ici, on a une construction super intéressante. Hito kara ayamarareru, qui est en fait le verbe ayamaru, qui veut dire s'excuser, qui est ici au passif. Donc le passif, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que plutôt que de faire l'action de s'excuser, on reçoit l'action de s'excuser. C'est qui reçoit l'action? Ici, c'était watashi wa. Donc moi, je reçois l'action de me faire excuser. Et de qui est-ce que je reçois cette action? On l'a ici, hito kara. Donc hito, ça veut dire les personnes, les gens. Et le kara, ça indique l'origine. Alors tout à l'heure, on avait vu kara qui indiquait une raison, alors que le sens de base de kara, ça sert à indiquer l'origine. Par exemple, je pourrais dire Paris kara Tokyo made, de Paris à Tokyo. Et par extension, ça sert également à indiquer une raison, dans parce que
souvent, on aime bien quand même diviser ces deux rôles parce qu'ils sont assez distincts. Donc ici, hito kara, c'est vraiment l'origine, c'est les gens. Du coup, ça va être l'origine de qui est-ce que l'on reçoit le verbe. Vu que ici, on est dans un passif, donc on reçoit le verbe. Se faire excuser des gens. C'est pas très naturel en français, donc nous en français, attention, dans la traduction, on dirait très certainement je ne sais pas pourquoi, mais on s'excuse toujours auprès de moi. Vous voyez qu'on serait obligé de prendre une formulation qui est assez différente, qui s'éloigne de ce qui est utilisé réellement en japonais. C'est pour ça que le passif est parfois un petit peu délicat à comprendre en japonais, parce qu'il n'est pas toujours très naturel dans les phrases françaises. Vous voyez, nous, on devrait changer le sujet. On passerait par on s'excuse auprès de moi, voire éventuellement les gens s'excusent auprès de moi. Ici, attention, hein, les gens ne sont pas sujets. Ce ne sont pas les gens qui reçoivent l'action de s'excuser. Hein. C'est vraiment ici watashi wa. Mais voilà, le passif est en vrai en gros morceaux en japonais, notamment parce qu'il y en a deux. Il y a le passif direct, chokusetsu ukemi, qui est celui que l'on vient de voir, où là c'est tout simplement le sujet qui reçoit l'action. Alors ici je vous ai mis par exemple un exemple, Mari ga sensei ni homerareta. Homeru ça veut dire complimenter. Du coup, homerareru ça veut dire se faire complimenter. On reçoit l'action. Ici on a le sujet. Marie s'est faite complimenter par le professeur. Ici ça marche assez bien, en français et en japonais c'est assez proche, pour ça que l'exemple est pas mal. On marque de qui est-ce qu'on reçoit l'action avec la particule ni ou avec la particule kara. Les deux sont possibles. Ni ou kara. Dans notre exemple tout à l'heure, on avait vu kara. Ici, on a ni. Les deux sont possibles. Le sujet, on le marque normalement par ga. En japonais, on peut également passer non pas par un sujet, mais par un thème avec wa. Mais la construction est globalement similaire. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui est soit sujet, soit thématisé, qui reçoit l'action d'un agent, qui va être marqué du coup par une particule qui permet d'indiquer l'origine, qui indique de qui ou de quoi est-ce que l'on reçoit l'action. Donc on passe soit par ni, soit par kara. Si on passerait cette phrase à la voix active, ça donnerait sensei ga mari o hometa. Le professeur a complimenté Marie. Donc ce passif direct, c'est une action qui est directement subie par le sujet. En vrai, c'est assez proche de comment cela fonctionne en français globalement. C'est juste que parfois, les traductions n'auront pas de sens en français dans ces situations précises. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter aux traductions françaises, mais bien essayer d'analyser la phrase telle qu'elle est en japonais. C'est-à-dire qu'il y a un autre type de passif en japonais, qui est le passif indirect, qui sera utilisé un petit peu plus tard dans cet épisode. On va le faire dans la partie 2 pour les membres de cette chaîne, puisque ce sont les membres de cette chaîne qui ont voté pour cette immersion guidée. Merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que ce genre de cours gratuit peut exister. Si vous voulez débloquer la partie 2, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, parce que là, je vois que ça fait déjà pas mal de temps. On va faire une petite pause. Merci à tous pour votre soutien. La partie 2 est disponible ici pour les membres, et si vous voulez rejoindre la chaîne, vous avez les infos dans la description. Tchuss!